Cette humble femme, au lieu de garder rancune, a sauvé la vie de la fille de l'homme qui avait refusé de la nourriture à ses propres enfants. Dans un village reculé, oublié des cartes et invisible aux yeux du progrès, se dressaient des chaumières de pierre et de bois, témoins silencieux d'histoires rarement racontées. Le vent qui soufflait dans les ruelles étroites emportait avec lui les soupirs de ceux qui y vivaient, faisant résonner dans les coins les douleurs et les espoirs d'une communauté marquée par le temps et les jugements hâtifs. C'est dans ce décor, entre ombres et lumières ténues, que la vie d'Hélène s'est déroulée comme un fil délicat, toujours au bord de la rupture. Hélène n'est pas née rejetée. Comme tout enfant, elle est venue au monde entourée de possibilités. Mais le destin, ce tisseur implacable, lui a brodé un chemin semé d'épines dès son plus jeune âge. Fille d'une mère partie trop tôt et d'un père qui noyait ses chagrins, dans l'alcool bon marché du bistrot local, elle a grandi avec le stigmate de la fille sans chance. Les regards en coin l'accompagnaient partout où elle allait, comme si elle portait avec elle une malédiction invisible. « Voilà la fille de l'ivrogne », murmuraient les dames sur la place du village, cachant leurs lèvres méchantes derrière. Des mains ridées par le dur labeur. Elle n'arrivera à rien, elle a le sang faible de son père. Les mots coupent plus profondément que les couteaux, et Hélène a appris très tôt à se protéger avec le bouclier du silence. Au fil des « mais si son visage autrefois enfantin a pris les traits d'une beauté mélancolique. Ses yeux d'un brun profond et liquide semblaient nous porter toute la tristesse du monde. Mais quiconque regardait attentivement y verrait aussi une flamme résiliente qui refusait de s'éteindre. Le temps a passé implacable, comme il le fait toujours, transformant la fille en femme. Hélène a survécu à son père, l'enterrant par un après-midi pluvieux, accompagnée seulement d'un prêtre endormi et d'un fossoyeur pressé. Elle a hérité de la simple cabane à la lisière du village, où le murmure de la forêt étouffait les commentaires malveillants qui la poursuivaient encore. Elle vit seule comme une sorcière, disait-il. Elle parle aux oiseaux et cueille des herbes au clair de lune. Il n'est pas étonnant qu'aucun homme ne la veuille. Ce qu'il ne savait pas, ou feignait de ne pas voir, c'est qu'Hélène avait transformé sa solitude en forteresse. Elle a appris les secrets des plantes auprès d'une vieille sage-femme qui, comme elle, vivait en marge de l'acceptation. Ses mains, calleuses mais douces, sont devenues habiles dans la préparation d'onguents et de tisanes qui soulageaient les douleurs physiques. Ironiquement, alors que beaucoup au village l'évitaient publiquement, certains frappaient à sa porte à la tombée de la nuit, cherchant un soulagement pour des maux que les médecins de la grande ville ne parvenaient pas à guérir. Les nuits, les plus froides, lorsque le silence pesait comme une chape de plomb sur ses épaules, Hélène regardait les flammes dansantes de son âtre et se permettait de pleurer. Non pas pour ce qu'elle n'avait pas, mais pour ce qu'elle aurait pu être, si le monde était un peu moins cruel avec ceux qui naissent différents. Elle pleurait la petite fille effrayée qu'elle avait été autrefois, l'adolescente qui avait rêvé d'étreintes qui ne sont jamais venues, la femme qu'elle était devenue, forte par nécessité plus que par choix. Dans un autre coin du même village, se dressait une maison de pierre solide aux fenêtres toujours fermées, comme les cœurs de ses habitants. Y vivait Mathieu, homme de modestes moyens, mais d'une fierté inflexible. Contrairement à Hélène, qui portait le stigmate du malheur, Mathieu s'était construit une réputation d'homme travailleur et correct. Il payait ses dettes, fréquentait l'église le dimanche et entretenait ses terres avec soin. Pour les yeux superficiels de la communauté, il était un exemple à suivre. Cependant, comme cela arrive souvent, les apparences sont trompeuses. Derrière les murs épais de sa maison, Mathieu cachait un cœur endurci par de vieilles déceptions. Il avait perdu sa femme lors de l'accouchement de sa troisième fille, Élise, et en voulait secrètement à la fillette pour cela. Ses deux fils aînés, déjà adultes, étaient partis pour la grande ville, incapables de supporter le tempérament amer de leur père. Il ne restait qu'Élise, trop petite pour s'enfuir, trop fragile pour affronter. Mathieu dirigeait sa maison d'une main de fer et d'une voix de tonnerre. Ses règles étaient incontestables, ses punitions sévères. Cependant, la plus cruelle de ses habitudes était d'utiliser la nourriture comme forme de contrôle et de punition. Au moindre faux pas de sa fille, une tâche mal exécutée, un mot déplacé, il la privait de repas.
La faim enseigne le respect, se disait-il, ignorant les yeux suppliants de la fillette. Mon père m'a élevé ainsi et je suis devenu un homme de valeur. Ce que Mathieu ne parvenait pas à voir, c'est que dans son effort obstiné pour élever une fille correcte, il détruisait l'esprit de l'enfant. Élise, à 10 ans, avait déjà le regard vide de ceux qui ont connu trop tôt les injustices du monde. Son petit corps maigre dénonçait les privations qu'elle subissait, mais personne au village n'osait intervenir dans les méthodes d'éducation du respectable Mathieu. Les saisons se succédaient au village, apportant avec elles le cycle éternel des semailles et des récoltes, des naissances et des morts. Hélène continuait son existence solitaire, trouvant du réconfort dans les petits miracles de la nature. L'éclosion d'une fleur sauvage, le vol gracieux d'un faucon, le goût sucré des fruits qu'elle cueillait dans la forêt. Elle avait appris à trouver la beauté là où les autres ne voyaient que désolation, à cultiver l'espoir sur un sol rocailleux. C'est par un matin d'automne, lorsque les feuilles dorées dansaient dans l'air comme des papillons fatigués, que le destin croisa les chemins d'Hélène et d'Élise. La femme cueillait des champignons à la lisière de la forêt lorsqu'elle aperçut la fillette. Assise sous un vieil arbre, Élise serrait ses genoux contre sa poitrine, comme pour tenter de se faire encore plus petite. Ses cheveux châtains, ébouriffés par le vent, ne parvenaient pas à cacher les larmes qui marquaient son visage pâle. Hélène hésita. Elle connaissait bien la fille de Mathieu, bien que seulement de vue. Elle connaissait les rumeurs sur la sévérité de l'homme. Mais comme tout le monde au village, elle n'était jamais intervenue. Maintenant, face à la fragilité évidente de l'enfant, elle sentit quelque chose s'éveiller dans sa poitrine. Une profonde compassion, née de la reconnaissance de la douleur d'autrui. « Ça va, ma petite ?» demanda-t-elle, s'approchant, prudemment pour ne pas l'effrayer. Élise leva le visage, révélant des yeux effrayés. Instinctivement, elle se recroquevilla encore plus. « N'aie pas peur », continua Hélène, s'agenouillant à une distance respectueuse. « Je ne te ferai aucun mal. » Un silence pesant s'installa entre elles, rempli seulement par le murmure des feuilles et le chant lointain d'un oiseau solitaire. Puis, alors qu'Hélène pensait déjà s'éloigner, la voix de la fillette s'éleva, si basse qu'elle se perdit presque dans la brise. « Mon père s'est fâché contre moi. J'ai cassé une assiette en faisant la vaisselle. » Hélène acquiesça, compréhensive. « Les accidents arrivent. Nous cassons tous des choses parfois. Il a dit que je ne dînerai pas ce soir et que demain, je devrais travailler double pour compenser l'assiette perdue. » Les mots sortirent sans émotion, comme si Élise racontait quelque chose de banal. Et c'est précisément cette acceptation résignée qui brisa le cœur d'Hélène. Combien de fois cet enfant avait-elle été punie ainsi, au point de considérer la privation de nourriture comme une punition normale ? « Ah, tu dois avoir faim maintenant, » observa Hélène, ouvrant son panier de récolte. « J'ai quelques fruits et un morceau de pain. Ce n'est pas grand-chose, mais... » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent, partagés entre le désir et la peur. « Mon père ne veut pas que j'accepte de la nourriture d'étrangers. » Hélène sourit, un sourire triste qui contenait toute la compréhension du monde. « Je ne suis pas si étrangère que ça. J'habite ce village, comme toi. Et puis, ce que les yeux ne voient pas, le cœur ne le sent pas. » Après un moment d'hésitation, la fillette tendit ses mains tremblantes et accepta la pomme qu'Hélène lui offrait. Elle la mordit avec voracité, confirmant le soupçon qu'elle avait vraiment faim. Hélène observa en silence, sentant une indignation croissante contre Mathieu et ses pratiques cruelles, mais aussi contre elle-même et tous ceux du village qui permettaient que cela arrive. « Si tu veux, je peux t'apprendre à reconnaître les plantes comestibles de la forêt, » suggéra-t-elle, quand Élise eut fini son fruit. « Ainsi, la prochaine fois que tu n'auras pas de dîner, tu pourras trouver ta propre nourriture. » Ce fut la première de nombreuses leçons. Les jours suivants, Hélène et Élise développèrent une routine secrète. La fillette, sous prétexte d'accomplir des tâches pour son père, retrouvait Hélène à la lisière de la forêt. Là, parmi de vieux arbres qui semblaient aller protéger de leurs branches étendues, la femme enseignait à l'enfant les secrets de la survie. « Vois ces baies bleues, elles sont sûres à manger, douces comme le miel. Mais celles rouges-là, évite-les. Elles sont belles, mais elles apportent la douleur. » Élise absorbait chaque mot comme la terre sèche absorbe la pluie. Sa faim n'était pas seulement de nourriture,
mais de connaissance, d'attention, d'affection. Hélène, quant à elle, redécouvrait en elle une capacité d'aimer qu'elle croyait perdue. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait nécessaire, importante pour quelqu'un. L'automne avançait, peignant le monde de tons cuivrés et dorés. À mesure que les feuilles tombaient, révélant les branches nues des arbres, tombaient aussi les barrières entre Hélène et Élise. La fillette, initialement timide et réservée, commença à s'ouvrir, partageant des bribes de sa vie sous le toit oppressant de Mathieu. « Il n'a pas toujours été comme ça », confia-t-elle un jour, tandis qu'elle ramassait des noix tombées. « J'ai un souvenir très ancien de lui souriant. Je crois que c'était avant que maman ne meure. » Hélène écoutait attentivement, offrant non seulement son oreille, mais son cœur. Peu à peu, elle construisait dans son esprit un portrait de Mathieu, non pas le monstre qu'elle avait initialement imaginé, mais un homme brisé par la douleur, qui avait perdu son chemin dans le labyrinthe du deuil. Cela ne justifiait pas ses actions, mais aidait à les comprendre. « La douleur transforme les gens », expliqua Hélène à Élise, choisissant soigneusement ses mots. « Certains deviennent plus doux, d'autres plus durs. Ton père a choisi le chemin de la dureté, peut-être par peur de se briser complètement s'il se permettait de ressentir. » La fillette considéra ces mots avec le sérieux de ceux qui sont forcés de mûrir trop tôt. « Toi aussi, tu as beaucoup souffert, n'est-ce pas? J'ai entendu les gens parler de toi au village. » Hélène sourit, surprise par la perception de l'enfant. « Oui, j'ai connu la douleur. Elle a été ma compagne pendant de nombreuses années. Mais tu n'es pas devenue dure comme mon père. Tu es devenue gentille. J'ai dû apprendre à transformer ma douleur en quelque chose de différent. Sinon, elle m'aurait consumé. C'est un choix que nous faisons tous les jours, Élise. Et ton père peut encore faire ce choix si quelqu'un l'aide à trouver le chemin. » Les mots planèrent dans l'air comme des graines emportées par le vent, se plantant en terre fertile. Sans s'en rendre compte, Hélène semait non seulement la connaissance, mais aussi l'espoir. L'espoir que même les cœurs les plus endurcis pourraient, un jour, s'adoucir. L'hiver arriva avec son inévitable cruauté, recouvrant le village d'un manteau de neige et de silence. Les rencontres dans la forêt devinrent plus difficiles, mais pas impossibles. Hélène se mit à laisser de petits paquets de nourriture cachés dans des endroits stratégiques où Élise pourrait les trouver sans éveiller de soupçons. Elle commença également à enseigner à la fillette comment préparer des tisanes pour éloigner le froid et fortifier le corps contre les maladies. C'est pendant une tempête de neige particulièrement violente que le destin intervint une fois de plus, cette fois de manière dramatique. Mathieu, qui était sorti vérifier son troupeau de moutons, n'était pas rentré à la nuit tombée comme prévu. Élise, seule dans la maison froide, regardait par la fenêtre le rideau blanc qui tombait sans cesse, sentant une peur croissante s'emparer de son cœur. Lorsque la nuit fut bien avancée et qu'il n'y avait toujours aucun signe de son père, la fillette prit une décision courageuse. Se couvrant du mieux qu'elle le pouvait, elle se dirigea vers la cabane d'Hélène. Le chemin, normalement court, lui parut interminable sous la neige qui lui arrivait aux genoux. Le vent glacial lui fouettait le visage, et l'obscurité engloutissait les contours familiers du paysage. Mais Élise persista, guidée par son instinct et la confiance qu'elle avait développée envers son amie secrète. Hélène se réveilla en sursaut sous les coups frénétiques à sa porte. En l'ouvrant, elle se trouva face à Élise, les lèvres bleues de froid, les yeux écarquillés de panique. « Mon père », parvint-elle à dire entre des dents qui claquaient. « Il n'est pas rentré. Les moutons. Il est allé voir les moutons, et il n'est pas rentré. » Sans perdre de temps en questions, Hélène agit avec la détermination de ceux qui connaissent les dangers de l'hiver. Elle alluma sa lanterne, enfila son manteau le plus chaud et prépara un sac avec des herbes médicinales, des bandages et une bouteille de sa liqueur maison, assez forte pour réchauffer les eaux les plus gelées. « Nous allons le trouver », assura-t-elle à la fillette, bien que son cœur fût lourd du pressentiment que le pire avait pu arriver. « Mais tu resteras ici, près du feu. C'est trop dangereux dehors. » Élise, cependant, montra l'entêtement qu'elle avait hérité de son père. « C'est mon père. Je viens avec toi. » Hélène vit dans les yeux de l'enfant une détermination qui ne pouvait être brisée. Elle acquiesça, résignée, mais fit en sorte qu'Élise mette des couches de vêtements supplémentaires
et boivent une tisane chaude avant de partir. La tempête dehors semblait avoir redoublé de force, comme si elle voulait empêcher la mission de sauvetage. La neige tombait en gros flocons, formant un rideau blanc que la lumière de la lanterne parvenait à peine à percer. Hélène tenait fermement la main d'Élise, craignant de la perdre dans l'obscurité hostile. Elle suivit Ran, direction des pâturages où Mathieu gardait ses moutons, guidé plus par l'intuition que par la vue. C'est Élise qui l'aperçut la première, une forme sombre étendue contre le blanc immaculé de la neige. Mathieu gisait immobile à côté, d'une clôture brisée, partiellement recouvert par le manteau glacé qui continuait de tomber. Autour de lui, quelques moutons s'étaient rassemblés comme des sentinelles loyales, offrant la maigre chaleur de leur corps à leur maître tombé. Hélène agit avec l'efficacité de ceux qui sont habitués aux urgences. Elle vérifia rapidement les signes vitaux de Mathieu, constatant avec soulagement qu'il respirait encore, bien que difficilement. Un examen rapide révéla une jambe cassée. Il avait probablement glissé et chuté en tentant de réparer la clôture pendant la tempête de neige. « Il est vivant », annonça-t-elle à Élise, dont l'expression oscillait entre le soulagement et la terreur. « Mais nous devons le transporter dans un endroit chaud, rapidement. L'hypothermie est déjà installée. » Improviser une civière avec les matériaux disponibles fut difficile, mais pas impossible. En utilisant 2 poteaux de la clôture et le propre manteau d'Hélène, elles parvinrent à créer quelque chose qui pourrait transporter Mathieu. Le chemin du retour fut une lutte contre le temps et les éléments. Hélène tirait la civière improvisée, tandis qu'Élise poussait, toutes deux rassemblant des forces qu'elles ne se savaient pas posséder. Lorsqu'elles arrivèrent enfin à la cabane d'Hélène, plus proche que la maison de Mathieu, elles étaient toutes deux épuisées. Avec les derniers vestiges d'énergie, elles traînèrent l'homme inconscient à l'intérieur et l'étendirent près de l'âtre, où le feu brûlait encore. Les heures suivantes furent un test d'endurance et d'habileté. Hélène travailla méthodiquement, retirant les vêtements mouillés de Mathieu, le réchauffant progressivement avec des couvertures et appliquant ses herbes médicinales sur les zones touchées par le froid. Élise observait avec un mélange de fascination et de crainte, aidant quand on le lui demandait, retirée dans un coin de la cabane quand ce n'était pas le cas. La fièvre arriva, comme Hélène s'y attendait. Le corps de Mathieu, brutalement mis à rude épreuve par le froid extrême, luttait maintenant contre l'invasion d'un mal invisible. Délirant, il murmurait des mots incohérents, appelait des personnes absentes, revivait des moments depuis, longtemps enfouis dans le passé. « Claire, ne me quitte pas, s'il te plaît, ne me quitte pas !» Le nom de sa femme décédée s'échappait sans cesse de ses lèvres desséchées, comme une prière ou une supplique. Dans ces moments de lucidité, il regardait Hélène avec confusion, sans reconnaître où il était ni qui le soignait avec autant de dévouement. 3 jours et 3 nuits dura l'épreuve. Hélène ne dormit presque pas, alternant entre les soins du malade et le réconfort d'Élise, qui alternait des moments de bravoure adulte avec des crises de larmes enfantines. À l'aube du 4e jour, la fièvre finit par céder, et Mathieu sortit de son délire comme quelqu'un qui revient d'un long voyage. Ses yeux, encore troubles par l'expérience, se fixèrent d'abord sur le plafond inconnu, puis sur le visage, anxieux de sa fille, et enfin sur les traits épuisés d'Hélène. La confusion laissa place à la reconnaissance, et la reconnaissance à une expression complexe, impossible à déchiffrer. « Vous » murmura-t-il, la voix rauque par manque d'usage. La femme du bout du village. Hélène acquiesça, lui offrant de l'eau sans commentaire. Mathieu but avidement, comme s'il ne réalisait qu'à cet instant la soif qui le consumait. « Élise m'a trouvé ?» demanda-t-il, regardant sa fille avec une expression qu'Hélène n'avait jamais vue sur son visage, de la vulnérabilité. « Nous vous avons trouvés toutes les deux », répondit Hélène, tout en vérifiant le bandage sur sa jambe cassée. « Élise est venue me chercher quand vous n'êtes pas revenu. Elle savait que quelque chose n'allait pas. » Mathieu absorba l'information en silence, ses yeux maintenant fixés sur la fillette qui se tenait à une distance prudente, comme si elle craignait une réprimande pour avoir cherché de l'aide. « Vous m'avez sauvé la vie », dit-il finalement, s'adressant à Hélène. Il n'y avait pas de gratitude dans sa voix, seulement une constatation, comme si le fait le déconcertait profondément. « N'importe qui aurait fait la même chose », répondit-elle, sans lever les yeux de sa tâche.
Au village, nous prenons soin les uns des autres, n'est-ce pas? L'ironie de la phrase n'échappa pas à Mathieu. Pendant des années, il avait ignoré l'existence d'Hélène, la traitant comme une paria, quelqu'un qui ne méritait aucune considération. Et maintenant, il était là, lui, devant la vie. Les jours qui suivirent furent marqués par un étrange équilibre dans la petite cabane. Hélène continua de prendre soin de Mathieu, dont la jambe cassée le maintenait immobile. Élise, temporairement libérée du régime oppressif de son père, s'épanouit sous les soins affectueux d'Hélène, révélant une personnalité vive qui avait été étouffée par la peur. Mathieu observait l'interaction entre les deux avec un mélange de perplexité et de fascination. Il voyait sa fille sourire, quelque chose de si rare qu'il avait oublié à quel point c'était beau, et participer avec enthousiasme aux tâches quotidiennes, apprenant d'Hélène les secrets des herbes et la préparation de repas simples mais savoureux. « Comment l'avez-vous rencontré ?» demanda un après-midi Mathieu à Hélène, tandis qu'Élise était sortie chercher du bois de chauffage. Hélène envisagea de mentir, d'inventer une rencontre récente, mais quelque chose dans les yeux de Mathieu, une lassitude, une résignation, la fit opter pour la vérité. « Je l'ai trouvée en pleurs à la lisière de la forêt il y a quelques mois. Elle avait faim parce que vous l'aviez privée de nourriture en guise de punition. Elle s'attendait à voir de la colère sur le visage de l'homme, peut-être un déni véhément. Au lieu de cela, elle vit quelque chose de plus dévastateur, de la honte. « Je suis devenu mon père », murmura Mathieu si bas qu'Hélène l'entendit à peine. « J'ai juré que je ne serais jamais comme lui. Et me voici répétant ses erreurs. » Hélène s'assit au bord du lit, gardant une distance respectueuse. « Il n'est jamais trop tard pour changer, Mathieu. Le passé ne peut pas être défait, mais l'avenir n'est pas encore écrit. »« Vous ne comprenez pas, » répondit-il, détournant le regard. « Quand Claire est morte en donnant naissance à Élise, quelque chose en moi est mort aussi. Chaque fois que je regarde ma fille, je vois le visage de ma femme, et je me souviens que je l'ai perdue pour toujours. » « Alors vous punissez l'enfant pour le crime d'être né ?» demanda Hélène, sans accusation, juste une curiosité sincère. Mathieu ferma les yeux, comme si les mots l'avaient frappé physiquement. « Ce n'est pas si simple. Rarement ça l'est, » convint Hélène. « La douleur nous rend aveugles à ce qui est devant nous. Vous voyez le fantôme de Claire quand vous regardez Élise, mais vous ne voyez pas la fillette qui a désespérément besoin de votre amour, pas de votre punition. » Le silence emplit la cabane, brisé seulement par le crépitement du feu et le hurlement lointain du vent. Lorsque Mathieu parla de nouveau, sa voix était empreinte d'une émotion contenue. « Vous aussi, vous avez connu la douleur. Tout le village connaît votre histoire. Comment avez-vous fait pour ne pas devenir amère ?» Hélène sourit, un sourire triste mais sincère. « Qui a dit que je ne l'étais pas devenue ? J'ai passé des années à cultiver du ressentiment contre ceux qui me jugeaient, qui m'excluaient. Mais j'ai découvert que l'amertume est un poison que nous buvons en espérant que l'autre meure. À la fin, ça ne fait de mal qu'à nous-mêmes. » Les sons, mots planèrent entre eux comme une révélation, une vérité simple mais profonde que Mathieu n'avait jamais envisagée. Cette nuit-là, tandis qu'Hélène et Élise dormaient, il resta éveillé, confrontant les fantômes qui l'avaient tourmenté si longtemps. À mesure que l'hiver cédait la place à la promesse timide du printemps, le cœur de Mathieu commençait lui aussi à faire fondre ses couches de glace. Il y avait encore des moments de rudesse, des instants où le vieil emportement refaisait surface, mais Hélène remarquait les changements subtils, le regard plus doux dirigé vers sa fille, la tentative maladroite de participer aux conversations, le remerciement silencieux dans les petites gentillesses. Lorsque finalement sa jambe fut assez forte pour qu'il puisse retourner dans sa propre maison, Mathieu fit face à un conflit intérieur qu'il n'avait pas anticipé. L'idée de quitter la cabane accueillante d'Hélène, de reprendre la vie solitaire qu'il menait auparavant, lui semblait maintenant insupportable. La veille de son départ, tandis qu'Élise dormait déjà profondément, il trouva Hélène assise, sur le seuil de la cabane, contemplant le ciel étoilé. « Puis-je me joindre à vous ?» Et demanda-t-il, sans l'autorité qui caractérisait autrefois sa voix. Hélène acquiesça, se déplaçant pour lui faire de la place sur le banc rustique. Pendant un moment, ils restèrent tous deux en silence, observant la danse éternelle des étoiles. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit finalement Mathieu. «
Non seulement pour m'avoir sauvé la vie, mais pour m'avoir montré à quel point j'étais perdu. Hélène se tourna vers lui, surprise par cette honnêteté inattendue. Vous n'avez pas besoin de me remercier. J'ai seulement fait ce que mon cœur me dictait. Votre cœur est plus généreux que le mien ne l'a jamais été, répondit-il, avec une autocritique qu'il n'avait jamais manifestée auparavant. Après tout ce que le village vous a fait, après la façon dont vous avons traité, dont je vous ai traité, vous avez quand même été capable de tendre la main. Peut-être est-ce parce que je sais ce que c'est d'être jugée sans être comprise, suggéra Hélène, sa voix douce comme la brise qui agitait les premiers bourgeons sur les arbres. Ou peut-être est-ce parce que, en Élise, j'ai vu la petite fille que j'ai été autrefois, effrayée, solitaire, croyant mériter les douleurs que le monde lui infligeait. Mathieu baissa la tête, les mots le frappant comme des pierres. J'ai échoué en tant que père. J'ai pensé que la sévérité la rendrait forte, que la discipline la protégerait d'un monde cruel. Mais tout ce que j'ai fait, c'est briser. Ce que j'aurais dû nourrir. Il est encore temps, assura Hélène, touchant légèrement le bras de l'homme. Élise a le cœur le plus résilient que j'ai jamais connu. Elle croit encore en vous. Elle attend toujours votre amour. Comment puis-je commencer à réparer autant de dégâts? Un jour à la fois, un mot gentil, un geste d'affection, un repas partagé sans condition. L'amour ne se construit pas sur de grands gestes, mais sur la constance des petits. Lorsque le printemps éclata finalement en couleurs et en parfums, apportant le renouveau à la terre endormie, le village fut également témoin d'une transformation que peu auraient cru possible. Mathieu et Élise retournèrent dans leur maison. Mais la dynamique entre le père et la fille avait fondamentalement changé. Les cris avaient mis place aux conversations, les punitions aux enseignements, la froideur à une affection qui, bien que encore timide, grandissait de jour en jour comme une jeune plante cherchant le soleil. Hélène continua sa vie solitaire dans sa cabane à la lisière du village, mais elle recevait maintenant de fréquentes visites. Élise venait presque quotidiennement, avide d'en apprendre davantage sur les herbes et les remèdes naturels. Et à la surprise de tous, Mathieu se mit également à fréquenter la compagnie de la femme qu'il évitait auparavant. Cela commença par de petits gestes, des réparations à la cabane qui avaient longtemps attendu d'être faites, du bois, de chauffage livré sans qu'elle n'ait rien demandé, des produits de sa petite ferme déposés à sa porte. Progressivement, les gestes évoluèrent vers des visites, des conversations au crépuscule, des histoires partagées sous le ciel étoilé. Le village, toujours avide de nouveautés, ne tarda pas à remarquer ce rapprochement. Les mêmes lèvres, qui avaient autrefois répandu de méchantes rumeurs sur Hélène, murmuraient maintenant des spéculations sur la relation naissante entre elle et Mathieu. Certains faisaient la moue, prisonniers de leurs anciens préjugés. D'autres, observant la transformation évidente de Mathieu et l'épanouissement d'Élise, commençaient à reconsidérer leur jugement. C'est par un après-midi doré d'été, lorsque le soleil peignait l'horizon de tons de feu et d'or, que Mathieu trouva enfin le courage d'exprimer ce qui grandissait dans son cœur. « Hélène, commença-t-il, sa voix trahissant la nervosité qu'il montrait rarement. « Je sais que je ne mérite pas votre considération, encore moins votre affection. Mais ces mois, depuis cette nuit de tempête de neige, ont changé quelque chose en moi que je ne savais pas pouvoir changer. » Hélène l'observait en silence, ses yeux révélant un mélange d'espoir et de prudence. « Vous m'avez sauvé la vie 2 fois, continua-t-il, gagnant en confiance à mesure que les mots affluaient. D'abord, du froid qui gelait mon corps. Ensuite, de la glace qui avait gelé mon cœur si longtemps. Vous vous êtes sauvé vous-même, Mathieu, répondit-elle doucement. Je n'ai fait que montrer un chemin possible, un chemin que je n'aurais jamais trouvé seul, insista-t-il. Et maintenant, je veux vous demander s'il y a une place dans votre vie pour quelqu'un comme moi. Non pas comme l'homme que j'étais, mais comme l'homme que j'essaye de devenir. » Le silence qui suivit sembla contenir le poids du monde. Hélène regarda au-delà de Mathieu, vers l'horizon où le soleil se couchait en gloire. Son esprit parcourut le long chemin qu'il avait mené jusqu'à cet instant. Les douleurs de l'enfance, la solitude des années adultes, la peur constante de ne jamais être accepté, et puis, comme une rivière qui trouve enfin la mer,
Ses pensées revinrent à l'homme devant elle, dont les yeux imploraient une réponse qu'elle ne savait pas encore si elle avait le courage de donner. « J'ai peur, Mathieu », confessa-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai passé tellement de temps à construire des murs autour de moi que je ne sais pas si je peux vivre sans eux. Et vous, vous ne faites que commencer votre chemin de guérison. Comment pouvons-nous être sûrs de ne pas nous blesser encore ?» Plus, Mathieu acquiesça, comprenant ses réserves mieux qu'elle ne l'aurait cru. « Je n'ai aucune certitude à vous offrir, Hélène. Seulement la promesse que chaque jour sera une tentative sincère d'être meilleur que je ne l'ai été la veille, pour Élise, pour vous, et pour moi-même. » Il tendit la main, un geste simple mais chargé de signification. Hélène regarda cette main, calleuse par le travail, marquée par le temps, et y vit non seulement le passé de Mathieu, mais la possibilité d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer pour elle-même. « Nous pouvons construire ce chemin ensemble », dit-elle finalement, posant sa main sur la sienne, un pas à la fois. L'été laissa place à l'automne, et l'automne annonça l'approche d'un nouvel hiver. Cependant, cette fois, lorsque les premiers flocons de neige commencèrent à tomber sur le village, Hélène n'était plus seule dans sa cabane à la lisière de la forêt. Les voix de Mathieu et d'Élise emplissaient l'espace autrefois silencieux, apportant une vie et une chaleur qui transcendaient ce que n'importe quel âtre pourrait offrir. La transformation de Mathieu se poursuivait, jour après jour, en petits gestes et en grandes décisions. La plus significative d'entre elles eut lieu lorsqu'il réalisa que sa maison de pierre était trop grande pour lui et Élise seule. Il décida de la transformer en un espace communautaire, un lieu où les enfants du village pourraient recevoir des cours et où les nécessiteux trouveraient un repas chaud les jours les plus difficiles. « Je veux que l'endroit qui a été le théâtre de tant de douleurs devienne une source de réconfort pour les autres », expliqua-t-il à Hélène, tandis qu'ils observaient les ouvriers réaménager les meubles de ce qui avait été son salon. « Je veux qu'Élise grandisse en voyant qu'il est possible de transformer même les pierres les plus dures en quelque chose qui abrite et accueille. » Hélène, qui n'avait jamais imaginé que sa connaissance des herbes et des remèdes naturels serait un jour valorisée par la communauté, partageait maintenant ouvertement ce qu'elle savait. Dans l'espace créé par Mathieu, elle installa une petite herboristerie où elle préparait et distribuait des médicaments à ceux qui ne pouvaient pas se payer le médecin de la grande ville. Élise, maintenant âgée de 12 ans, s'épanouissait sous la nouvelle organisation familiale. Libérée de la peur qui la maintenait autrefois silencieuse, elle se révéla une enfant curieuse et compatissante, toujours prête à aider les autres. Son affinité avec les plantes, héritée des enseignements d'Hélène, se manifestait par un talent particulier pour identifier les propriétés médicinales que même sa mentor ne remarquait parfois pas. « Elle a un don », commenta Hélène. Un jour, observant la fillette classer méthodiquement un ensemble d'herbes fraîchement cueillies, elle voit au-delà de ce que les yeux montrent. Elle sent ce que la plante peut offrir. Mathieu regardait sa fille avec une fierté qu'il ne s'était pas permis de ressentir auparavant, reconnaissant en elle non seulement les traits de la mère qu'il avait perdus, mais aussi la force et la bonté qui lui étaient propres. « Claire serait si fière », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Hélène. « Et j'ai été si longtemps un imbécile, incapable de voir le cadeau qu'elle m'avait laissé. » La relation entre Hélène et Mathieu s'approfondit au fil des mois, nourrie par des conversations sincères, lors des longues nuits d'hiver et par un respect mutuel qui grandissait à chaque défi partagé. Ce n'était pas un amour né d'une passion juvénile, mais quelque chose de plus solide et durable. Un engagement quotidien à se choisir l'un l'autre, à se soutenir mutuellement sur le chemin de guérison qu'ils parcouraient tous deux. Au printemps suivant, lorsque les premières fleurs pointillèrent les champs et que l'air s'emplit du chant des oiseaux, revenant de leur migration, Mathieu emmena Hélène sur une petite colline aux abords du village. De là, il pouvait voir à la fois la cabane où elle avait vécu si longtemps et la maison de pierre qu'il avait transformée en centre communautaire. « Je t'ai amené ici parce que cet endroit représente un carrefour », expliqua-t-il, tandis qu'ils étendaient une couverture sur l'herbe tendre. « D'ici nous pouvons voir d'où nous venons et entrevoir où nous pourrions peut-être aller. » Hélène sourit, sentant le soleil de printemps réchauffer son visage. « Et où pensez-vous que nous devrions aller, Mathieu ?» Il prit une profonde
Inspiration. Ses mains légèrement tremblantes tandis qu'il sortait quelque chose de la poche de son manteau. C'était un petit paquet soigneusement enveloppé dans un tissu délicat. « Hélène », commença-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Quand vous m'avez trouvé cette nuit de tempête de neige, j'étais aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je croyais que ma capacité d'aimer était morte avec Claire. Mais vous m'avez montré que le cœur peut se décongeler, qu'il y a de la chaleur même dans les hivers les plus rigoureux. » Il ouvrit le paquet, révélant une délicate bague sculptée dans le bois. Ce n'était pas un bijou précieux selon les critères du monde, mais il portait une signification qu'aucune pierre précieuse ne pourrait contenir. « J'ai fait cette bague avec le bois de la clôture où vous m'avez trouvé cette nuit-là, pour toujours me rappeler que parfois, il faut tomber pour apprendre à se relever. » Son regard croisa celui d'Hélène, transmettant tout ce que les mots ne parvenaient pas à exprimer pleinement. « Accepteriez-vous d'unir votre vie à la mienne, non seulement comme la femme qui m'a sauvé la vie, mais comme ma compagne dans tout ce que l'avenir nous réserve ?» Les yeux d'Hélène se remplirent de larmes qui n'étaient pas de tristesse, mais d'une joie si intense qu'elle en eut presque mal. Toute sa vie avait été marquée par le rejet, par des parents qui n'avaient pas su la protéger, par une communauté qui l'avait marginalisée, par un monde qui semblait déterminé à lui rappeler qu'elle n'appartenait nulle part. Et maintenant, voici cet homme, lui offrant non seulement son amour, mais un lieu où appartenir, une famille avec laquelle grandir. « Oui », répondit-elle simplement, tendant la main pour qu'il glisse la bague à son doigt. « Oui, Mathieu, j'accepte. » Le mariage eut lieu en été, lorsque le village resplendissait de couleurs et de vie. À la surprise d'Hélène, presque toute, la communauté assista à la simple cérémonie qui se déroula sous les vieux arbres de la forêt. Nombre des mêmes visages qui l'évitaient autrefois lui souriaient maintenant, certains avec une joie sincère, d'autres peut-être seulement curieux d'assister à cette union inhabituelle. Élise, rayonnante dans une robe qu'elle avait elle-même, aidée à coudre, fut celle qui conduisit Hélène le long du chemin improvisé jusqu'à l'endroit où Mathieu attendait. La fillette, qui avait trouvé en Hélène une mère qu'elle n'avait jamais connue, et en Mathieu un père qu'elle pensait avoir perdu, irradiait un bonheur qui contaminait tous ceux qui l'entouraient. « Nous construisons notre propre famille », murmura-t-elle à Hélène, tandis qu'elles marchaient ensemble. « Une famille choisie par le cœur. » Ces mots touchèrent Hélène profondément, lui rappelant que parfois les liens les plus forts ne sont pas ceux avec lesquels nous naissons, mais ceux que nous créons tout au long de notre parcours. Mathieu, l'attendant sous le dais vert des arbres, semblait penser la même chose, à en juger par l'éclat dans ses yeux lorsqu'il vit mère et fille s'approcher côte à côte. Au cours des mois et des années qui suivirent, le village fut témoin d'une transformation qui allait au-delà de l'histoire personnelle d'Hélène, de Mathieu et d'Élise. La maison de pierre, autrefois symbole d'isolement et de rigidité, devint un phare d'accueil et d'apprentissage. La petite herboristerie d'Hélène s'épanouit en un centre de guérison reconnu même dans les villes voisines. Et Élise, grandissant sous l'amour de deux personnes qui avaient appris à transformer la douleur en compassion, devint une jeune femme qui portait en elle la promesse d'un avenir meilleur pour toute la communauté. Les histoires d'Hélène, la femme rejetée qui trouva la force d'aimer malgré tout, et de Mathieu, l'homme endurci qui apprit à rouvrir son cœur, commencèrent à être racontées au-delà des limites du village. Des voyageurs emportaient avec eux le récit de cette union improbable, le répandant comme des graines qui germaient dans d'autres cœurs ayant besoin d'espoir. Un après-midi d'automne, près de 3 ans après le sauvetage dans la tempête de neige, Hélène trouva Mathieu assis sous le même arbre où, des années auparavant, elle avait découvert Élise pleurant de faim et de peur. Il contemplait l'horizon avec une expression sereine qui était devenue plus fréquente sur son visage, mais qui surprenait encore ceux qui l'avaient connu dans les temps sombres. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle, s'asseyant à ses côtés et posant sa tête sur son épaule. « À la façon dont la vie fait des détours » répondit-il, entrelaçant leurs doigts. « À la façon dont, parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. » Hélène acquiesça, comprenant parfaitement. C'est curieux comme la souffrance peut nous enseigner la compassion, si nous le permettons, et comme le rejet peut nous préparer à reconnaître le véritable amour quand il apparaît, compléta Mathieu,
embrassant doucement son front. Ils restèrent là, dans un silence contemplatif, tandis que le soleil commençait sa descente à l'horizon, peignant le ciel de tons dorés et carmin. Au loin, ils pouvaient entendre les rires d'Élise et d'autres enfants du village, qui jouaient dans les champs remplis des dernières fleurs de l'année. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» demanda Mathieu après un moment. « Comment vous avez été capable de sauver ma fille, même en sachant qui j'étais et ce que j'avais fait? Comment avez-vous pu regarder au-delà de l'image de l'homme, qui a refusé de la nourriture à ses propres enfants et voir quelqu'un digne d'une seconde chance ?» Hélène réfléchit un instant, cherchant les mots qui exprimeraient le mieux ce qu'elle ressentait. Peut-être parce que, au fond, nous portons tous autant de lumière que d'ombre. Ce qui nous définit, ce ne sont pas nos chutes, mais notre volonté de nous relever et d'essayer à nouveau. Mathieu serra sa main dans un geste silencieux de gratitude. « Vous m'avez sauvé de la personne que j'étais en train de devenir, et vous m'avez sauvé de la solitude que j'avais acceptée comme mon destin, » répondit-elle, avec la même sincérité. Le soleil toucha finalement l'horizon, répandant sa lumière dorée sur le village qui, autrefois théâtre de rejet et de douleur, témoignait maintenant d'une histoire de rédemption qui continuerait d'être racontée pendant des générations. Au centre de cette histoire se trouvait Hélène, la femme qui transforma son propre rejet en une force capable de sauver non seulement la fille d'un homme qui avait refusé de la nourriture à ses propres enfants, mais aussi l'homme lui-même, le sauvant de lui-même et du cycle de douleur qui menaçait de consumer une autre génération. Et ainsi, tandis que les ombres de la nuit commençaient à avancer sur la terre, Hélène, Mathieu et Élise, une famille forgée non par le sang, mais par le choix conscient d'aimer malgré tout, rentraient ensemble à la maison, portant avec eux la certitude que même dans les histoires les plus sombres, il y a toujours une place pour la lumière de la rédemption.